Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur le Cardano en français. Je m'appelle Robin et je suis accompagné de mon acolyte Quentin et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui un ingénieur allemand qui parle français avec nous et qui travaille depuis quelques mois chez IOHK, Matthias Gudman. Salut Matthias. Oui, salut. Alors bienvenue dans ce podcast Matthias. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? D'accord. Donc, alors, je m'appelle Mathias. Maintenant, je travaille chez IOHK depuis quelques mois, depuis octobre, pour être précis. Okay. Et avant, j'ai commencé de travailler en Allemagne. Après, j'ai commencé de travailler en France. Et j'ai déjà travaillé pour une société en Angleterre avant. Et là, maintenant, c'est une société en Hong Kong. Donc, c'est très international. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton background ? D'où tu viens ? Comment est-ce que tu es arrivé chez IOHK ? Donc, moi, j'ai étudié l'informatique et mathématiques et j'ai fait une thèse dans les méthodes formelles. Et donc, les méthodes formelles, ce sont des méthodes qui sont souvent utilisées dans les systèmes critiques. Donc, on peut voir là, moi, j'ai travaillé dans un domaine du rail, donc des trains, des métros. D'accord. Aussi, pour les avions, c'est souvent utilisé. Et maintenant aussi pour les voitures, parce que toutes les choses là, ça devient de plus en plus autonome, de plus en plus du logiciel qui pilote les choses. Et donc, il faut assurer une qualité, une qualité très haute. Donc, il y a des exigences, déjà des standards qu'il faut répondre. Et après, on ne veut pas qu'il y ait des accidents et tout ça. Et donc, les méthodes formelles, c'est une méthode qui peut assurer une très bonne qualité du logiciel. Donc ça, aujourd'hui, c'est ton rôle chez IOHK, d'assurer cette qualité du logiciel, des logiciels ? Voilà. Donc, chez IOHK aussi, donc, je travaille dans les méthodes formelles. Donc, certainement, c'est pas la même chose que les avions et les voitures, donc on va pas éviter les accidents. Mais c'est très similaire parce que là aussi, il y a un risque très élevé. Et donc là, le risque, c'est pas de mettre en danger des gens, mais le risque, c'est que les gens, ils perdent l'argent. Et donc là aussi, les gens, ils sont prêts à investir aussi l'argent pour assurer une bonne qualité du logiciel. Parce que certainement, les méthodes formelles, c'est pas gratuit. C'est quelque chose qui est c'est un grand effort de le faire. Et donc ça, normalement, c'est fait quand il y a un grand risque financier ou un risque qu'il y a des dégâts humains. Donc, c'est pour s'assurer de ne pas avoir de faille dans le système, ou un minimum. Voilà, de le minimiser. Donc, c'est vraiment ça. On veut minimiser les défauts qui existent dans le système. C'est vraiment intéressant parce que sur ton LinkedIn, on voit que tu as une spécialisation donc en méthode formelle et en informatique. C'est pas généralement en informatique, on a des analystes, des développeurs, tout ça. Mais toi, tu es spécialisé en méthode formelle. Et donc, au courant de tes études, tu as été chercher un doctorat, notamment dans ce domaine-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait... c'était des études académiques, mais donc j'ai développé un langage pour la spécification du système. Et après, il y avait la possibilité de faire une analyse automatique qui calcule la probabilité d'un grand défaut dans ce système. J'ai vu aussi qu'il y avait la preuve d'exactitude, des méthodes de preuve d'exactitude. Ah oui, donc les méthodes formelles, ça, on peut dire. Donc dans les systèmes critiques en général, on dit que tu peux toujours avoir des erreurs et il vaut mieux savoir ce qui va se passer si tu as une seule erreur, par exemple là. Et donc là, tu acceptes que ça existe, mais tu vas mettre, tu vas essayer de le prévoir et tu vas prévoir tu veux pas avoir, comme on dit en anglais, un single point of failure. Tu vas toujours chercher d'avoir des méthodes dans ton système qui vont éviter qu'une seule erreur peut produire un accident. Et donc l'exactitude, c'est un peu différent. Donc l'exactitude, ça veut dire que tu veux assurer que ton système n'a pas une erreur en interne. Donc le système même, sans regarder l'environnement, ça soit correct. Donc ça, on va dire que c'est il faut avoir ça pour que tu puisses en fait
élaborer, c'est ce qui va se passer avec une seule erreur, par exemple. Là. Ok. Et Ok. dans les Très équipes, intéressant. chez IOHK, est-ce que tu travailles, disons, dans ton coin, ou est-ce que tu travailles en collaboration avec des équipes qui ont le même objectif que toi, c'est-à-dire finalement réduire le taux d'erreur? Bon, en général, ça se passe comme ça. Donc, nous sommes toute une équipe qui s'occupe des méthodes formelles. Et en général, c'est ce qu'on fait, c'est on écrit des spécifications. Donc, on prend les articles qui ont été écrits par les chercheurs, qui décrivent, par exemple, là, les protocoles de consensus, Ouais. ou qui décrit les méthodes, comment distribuer les valeurs une fois qu'il y a un bloc qui a été ajouté à la chaîne. Mhm. Et donc, nous, on écrit une spécification qui est plus proche de l'implantation que ces articles-là. Parce que ces articles, généralement, ils sont écrits pour un public scientifique. C'est pas créé pour un public des développeurs. C'est-à-dire que donc, quoi, nous, les scientifiques, eux, finalement, ils vont faire la théorie de ces systèmes-là, et vous allez faire l'implémentation, c'est-à-dire le concret, quoi. Bon, voilà, donc notre équipe, c'est un peu la liaison entre les académiques et les développeurs. Donc, on écrit D'accord. des spécifications qui sont plus proches du développement, Ah oui. mais c'est pas encore Ouais, forcément ouais. le code. Donc, on travaille plutôt dans un système de raffinement. Donc, c'est un processus itératif. Donc, on commence avec une spécification, c'est du texte, mais c'est la mathématique. Donc, au lieu d'avoir une description dans un texte informel, on va mettre la mathématique, mais on va se rapprocher de l'implantation. Donc, on va utiliser les concepts qui existent dans les langages de programmation. D'accord. Donc, nous, on utilise généralement Haskell pour l'implantation. Oui. Mais à ce niveau-là, on n'est pas encore vraiment focusé sur les Haskell. Donc, le premier raffinement, généralement se rapprocher à la possibilité de l'implanter la méthode, l'approche décrite dans un article. Est-ce que c'est ce qui fait la différence entre utiliser les méthodes formelles, la vérification formelle et la spécification formelle? Est-ce que c'est ça le processus itératif? Non, donc les méthodes formelles, c'est un peu le terme générique. Donc là, tu Ok. peux mettre beaucoup dedans. D'accord. Donc avoir une spécification, c'est la première étape pour faire une vérification. Donc tu vas Ok. spécifier c'est ce qui va se passer dans ton système, Hmm. et après tu peux utiliser la logique, donc les règles de la logique pour vérifier, donc pour donner une preuve que certaines propriétés sont effectivement vraies dans ton système. Ok. Et Ok. donc, pour parler de l'exactitude d'un système, il faut toujours avoir une spécification. C'est ça. Donc, l'implantation, elle est correcte en comparaison avec la spécification. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec une spécification. Et donc, c'est là où on décrit les propriétés désirées pour le système. Ok. Et après, on fait des raffinements en plus. Et à la fin, on va arriver au code qui à la fin qui va tourner sur le nœud dans le réseau. Alors, Ouais. et ça, ce code-là, qui est écrit en Haskell. Voilà, donc on écrit ces spécifications, et moi j'ai travaillé beaucoup dans le raffinement après, qui est une première implantation en Haskell qui est très proche de cette spécification et qui va servir comme modèle pour tester. Parce qu'une vraie implantation, il y a aussi des autres exigences. Vous voyez, il y a aussi des exigences d'efficacité. Ouais. Il y a aussi, tu as un réseau, tu peux perdre des messages, tout ça. Ça, on s'occupe pas. Mais cette première raffinement, c'est juste que pour être très proche de la spécification, mais déjà, c'est une implantation. Et ça, c'est une approche, cette approche-là des raffinements itératifs, c'est la même approche qui est aussi utilisée dans le développement du logiciel sécurité dans le domaine ferroviaire, par exemple. Donc, c'est ça. La spécification formelle, et ce que tu fais en plus, c'est d'avoir une première version du logiciel en Haskell. Voilà, nous on l'appelle executable specification, donc la spécification que tu peux en fait exécuter. Faire tourner. Et en général, on utilise Haskell pour la programmation. Donc pour chaque raffinement, aussi pour les raffinements après. Donc le cœur sur le nœud qui va tourner après, en vrai, et aussi le code qui tourne maintenant sur le nœud. Donc c'est tous en Haskell. D'accord.
Et il y a aussi, bon, là maintenant, il y a aussi une équipe qui le fait en Rust. Donc c'est pour montrer que nos spécifications elles peuvent aussi être implantées dans un langage de programmation différent. Alors ça c'est vachement intéressant parce que Rust finalement, c'est quoi finalement? C'est votre objectif avec Rust, c'est d'ouvrir les portes du développement de la blockchain Cardano à des développeurs, disons à des développeurs web, à des développeurs autres qu'Haskell finalement. Oui, donc bon là c'est un peu les stratégies, moi je connais pas. Donc je sais, c'est ce qu'il a été dit par Charles Hoskinson il y a quelques jours dans Cardano Effect, là où il a dit que l'idée c'est d'avoir de montrer que nous on n'est pas spécifié par l'implantation, mais nous on est spécifié par la spécification qui a été écrite, et donc on peut utiliser n'importe quel langage de programmation. Et pour démontrer ça, on peut aussi le faire en Rust. Et c'est vrai que souvent, quelque chose comme Rust, c'est plus proche des autres gens. Donc, c'est peut-être plus facile pour des autres gens de participer ou de faire quelque chose en third-party system. D'accord. Exactement. Puis ça, c'est une des leçons qu'il a appris, que Charles a appris lorsqu'il était avec Ethereum. Donc, c'est ça, c'est de ne pas avoir un seul code qui régit tout le système, mais d'être en mesure de déployer ça avec différents langages de programmation. Voilà, donc c'est aussi pour montrer que ça marche et que c'est pas limité à ça. Mais là, pour la plupart, tout le développement, ça se déroule en Haskell. Alors, je trouve ça super intéressant. Et puis, avec tout ton background, avec toutes tes études et l'expérience que tu as acquérie, notamment dans les 2 entreprises pour lesquelles tu as travaillé en France, quand est-ce que tu as commencé quand est-ce que tu as entendu parler de la blockchain pour la première fois et la blockchain et IOHK finalement? Donc, blockchain, je crois, c'était en 2016. Donc, c'était là où il y avait, tu vois, les premiers records de valeur de Bitcoin, tout ça. Donc, peut-être un peu avant, mais ça, c'était vraiment où j'ai regardé un peu plus. Et donc, de IOHK, j'avais pas entendu avant que j'étais contacté par une boîte de recrutement. Donc ça s'est déroulé comme ça. Donc ils ont cherché sur LinkedIn, ils ont cherché des gens qui ont fait qui ont des compétences en méthode formelle, surtout l'utilisation industrielle des méthodes formelles. Mm-hmm. Et là ils m'ont contacté et j'ai vu AHK et j'étais impressionné parce qu'il y avait tous les experts, des gens qu'on connaît, qui sont connus dans le monde Haskell, ils ont travaillé pour cette société et donc ça c'était génial pour moi. Ah oui, ok. Ben, je suis certain que quand ils ont vu ton LinkedIn, ils n'ont pas hésité à te contacter parce que c'est ça, le lien entre IOHK puis toutes tes skills puis toutes tes connaissances, c'est vraiment un match parfait là. C'est juste ce qu'ils recherchent dans leur travail puis dans ce qu'ils veulent faire pour le projet Cardano. Ah oui, c'est très gentil de le dire, oui. Mais c'est vrai, c'est les méthodes formelles. Là, tu trouves pas beaucoup de gens qui le font et des gens qui ont vraiment l'expérience industrielle dans les méthodes formelles, il y a encore moins. Et ça, oui, voilà, ça se colle bien, ouais. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais redis-nous encore pourquoi ton travail est important, notamment pour le projet Cardano et dans le développement logiciel. Tu dis le travail que j'avais fait avant ou le travail maintenant? Le travail que tu fais maintenant aujourd'hui. C'est ça. Quel impact ça a sur le projet Cardano? En quoi est-ce que c'est important? D'accord. Donc, c'est nous, on est responsable. C'est le travail de l'équipe. C'est surtout l'écriture des spécifications et des modèles qui tournent après et des propriétés pour tester pour le code qui va après. Donc, c'est nous qui définit un peu l'environnement dans lequel les développeurs après ils vont faire leur développement. Et c'est à nous d'assurer que la spécification elle soit assez précise pour que les gens ils peuvent le faire dans la façon désirée et dans la façon que ça marche sur les nœuds et dans le réseau.
Donc, ton travail est vraiment pour que les développeurs n'aient pas à se soucier au niveau de la sécurité, de se soucier au niveau de est-ce que c'est vraiment ce qui a été pensé Oui, voilà, en voilà. aval, puis tout ça. Donc c'est vraiment ça. Là, donc le vrai avantage qu'on a en utilisant les méthodes formelles, c'est que les méthodes formelles, ça veut dire que on réfléchit bien et on a vraiment une spécification qui est extrêmement précise. Et surtout quand tu fais la vérification formelle, donc si tu n'es pas précis, donc l'ordinateur il va toujours te dire mais bon je peux pas vérifier ça simplement parce que c'est ambigu. Donc soit c'est faux, ok bon, mais il se peut aussi que ce soit simplement ambigu. Et tu peux pas avoir des ambiguïtés dans un système comme ça. Et est-ce que l'utilisation de ces méthodes formelles sont utilisées dans d'autres projets de crypto-monnaie et de blockchain aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas. Donc je D'accord. crois il y a certainement il n'y a pas beaucoup certainement. Donc je sais que dans Cardano Effect, ils ont dit que c'est la première fois qu'il y a vraiment une spécification en avance et d'après une implantation. Je crois que c'est le cas, mais il se peut certainement qu'il y a aussi un autre qui l'a fait, mais la majorité, certainement non. La majorité, tu as une implantation et c'est, dans un sens, l'implantation, c'est la spécification. Et si toi, tu veux aussi le faire, donc il faut vraiment, soit tu fais un fork de l'implantation, c'est ce qui est souvent les gens qui font. Voilà. Et bon, en fait, c'est la seule chose que tu peux faire parce que tu peux pas commencer à zéro et l'implanter toi-même parce que jamais tu arriveras à un système compatible. Tout à fait. Et c'est un petit peu normal que les autres projets ne mettent pas l'emphase sur les méthodes formelles parce que de un, ça coûte cher. C'est un processus à rajouter dans le développement de l'application. Il faut que tu trouves les personnes compétentes pour faire ça. Et comme Mathias le précisait, c'est que c'est surtout utilisé dans le développement d'applications qui sont critiques. Et c'est toujours la vision que Charles a eue de mentionner que eux veulent que le projet Cardano soit vu comme un projet, comme tu l'as mentionné, donc un projet de train avec où s'il y a quelque chose qui se passe, ben il y a un déraillement de train, puis là il y a un accident, il y a des vies qui sont perdues. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous travaillez avec les autres équipes d'IOHK? Est-ce que c'est pas difficile de travailler à distance? Comment vous vous en sortez en interne? Bon, on va dire c'est un défi, oui. Ouais. Mais certainement, c'est quelque chose que maintenant, avec les méthodes modernes, tu vois, avec toutes les possibilités de communication, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Ouais. Donc certainement, c'est différent de te voir en direct, mais on a des réunions de temps en temps. Il n'y a pas seulement le summit où il y a tout le monde, mais il y a aussi des autres réunions. Il y a des hackathons. Donc, pour l'aspect, il y avait un hackathon, il y avait des gens qui sont venus sur place, qui se sont retrouvés, qui se sont discutés là-bas. Donc, ça aide vraiment. Et là, tu as peut-être une semaine et tu vas faire beaucoup, beaucoup de travail. Et après, c'est beaucoup plus facile de reprendre ton travail dans une façon distribuée seul et où tu n'as que peut-être Slack qu'on utilise beaucoup, ou Meet, où tu as des chats vidéo avec des autres gens. Okay. Et donc, avec des autres équipes, il y a aussi, on fait beaucoup des meetings vidéo. Donc, on fait beaucoup de conférences vidéo où il y a un échange, il y a des gens qui présentent quelque chose, qui présentent leur travail, et il y a toujours la possibilité de poser beaucoup de questions. Soit c'est l'intérêt, soit c'est peut-être aussi que ça touche un travail ou une partie du système que nous aussi on est en train de développer ou de penser ou de spécifier. Le monde, généralement, ne comprend pas encore la technologie blockchain, le potentiel et tout ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a une citation, une phrase que tu as sur ton LinkedIn que j'ai trouvé très intéressante. Elle est en anglais, mais j'ai essayé de la traduire un petit peu. Fait que sur ton LinkedIn, tu dis que l'objectif de ton style de travail est d'appliquer tes connaissances et compétences en informatique et en mathématiques également pour développer des solutions efficientes. Donc, pas des solutions efficaces, mais efficientes et avoir des solutions pour différents problèmes, des vrais problèmes dans le monde, dans le fond. Alors, j'aimerais savoir, selon toi, quel est le plus gros problème à régler dans le monde actuellement? Mais wow, il y a pas mal de problèmes. Hein. Et donc,
Je vais plutôt parler là des problèmes qui sont un peu dans le domaine que je maîtrise. Oui, donc, bien sûr. je ne vais pas parler du changement climatique et tout ça. Ouais. Et donc là, c'est ce que moi je connais et c'est ce que j'ai vu, c'est que je vois qu'il y a une très grande différence entre les possibilités que les gens ils ont dans le monde. Donc tu as une côté, tu as le Silicon Valley où il y a presque toutes les possibilités qu'on puisse penser, et il y a des autres endroits dans le monde où c'est extrêmement difficile de participer à cette monde de tech. Voilà. Et je crois comment dire, je crois que c'est très important d'avoir beaucoup d'éducation en plus que maintenant. La technologie qu'on a, ça te permet de faire un business presque n'importe où, parce que l'internet, tu as dans presque chaque pays, tu as l'internet. En Afrique, tu as l'internet mobile partout. Oui. Les gens, ils ont accès à l'internet. Ouais, ils ont tous des téléphones portables là-bas. Voilà. Mais le problème, il y a le fait, c'est juste que souvent c'est plutôt une consommation passive au lieu d'une création, au lieu de créer des choses et aussi de faire un business avec et de créer du boulot, de créer de valeur avec. Et je crois que ça, c'est un très grand défi. Tu vas de permettre aux gens partout de participer à ces possibilités qui sont données par le tech, par tout ce secteur-là. Parce que en général, c'est pas un grand investissement qu'il faut faire. Hein. Tu as besoin d'un ordinateur. Certainement, un ordinateur, ça peut être cher, mais c'est pas comme créer une usine où tu as besoin des machines. C'est juste qu'un ordinateur que tu as besoin. Et ça, tu penses que la technologie de la blockchain peut régler ce type de problème ? Bon, régler, c'est en tout cas améliorer. Certainement, je crois que ça peut aider. Je crois vraiment que ça peut aider. Parce que tu peux, t'as toutes, bon. Déjà, à l'origine, ça peut transférer la valeur. Et c'est beaucoup plus facile de transférer la valeur en utilisant les blockchains et les cryptos au lieu, en comparaison avec le transfert de l'argent direct. Je crois que tout le monde qui a fait un virement déjà dans un pays étranger, en Europe, ok, bon, on n'a pas vraiment de problème, hein, mais faire un transfert, déjà aux États-Unis, ça coûte cher. Hein. Ouais, il y a beaucoup de frais. Quand tu prends un autre pays qui n'est pas là, un autre pays en Asie ou un pays en Afrique, ça coûte extrêmement cher. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va être facilité. Et aussi le transfert d'argent entre les gens en direct. Et aussi, tu as toutes les possibilités là qui sont données par blockchain, où tu as le supply chain management, où tu peux assurer que certaines choses ils viennent vraiment d'une telle origine. Et après, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te donne le tampon, mais tu peux le prouver simplement par démontrer sur quelque chose qui est accessible en tout public. Donc, je crois là, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent faire ça. Bon, et alors, petite question qui n'a rien à voir. Est-ce que ta famille ou tes amis comprennent ce que tu fais au travail ? Donc, il faut dire que je crois qu'ils comprennent beaucoup mieux le blockchain que les méthodes formelles. Oui. Donc, méthode formelle, c'est déjà pas mal. Tu peux mentionner ça, donc les gens tu regardes un peu étrange. Mais blockchain, c'est bien parce que tout le monde a entendu en a parlé. Et donc là, ça va. Donc, je crois là, il y a des gens qui vraiment comprennent de temps en temps. J'ai des gens qui travaillent pas dans leur domaine, mais qui sont intéressés ou qui peut-être sont même investis. Et la famille, ils sont intéressés et ils comprennent aussi partiellement. Fait qu'ils préfèrent te parler de blockchain que de méthode formelle. C'est bien oui, certainement, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Au moins, ils te parlent de blockchain. Moi, ça, c'est ah oui, c'est ça. Oui, maintenant c'est un sujet connu. Hein. Ah, c'est bon. Et puis, c'est ça. Là, on tombe dans les questions plus légères un petit peu, mais tu as travaillé donc en Allemagne, en France, tu as été en Angleterre aussi. Dans quel pays tu préfères travailler puis vivre? Bon, c'est une bonne question. Bon, moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans un environnement très international. Donc, j'ai travaillé dans l'académique et aussi dans les sociétés où j'ai travaillé. En général, c'était vraiment des gens de partout. Même en France, c'était des gens un peu de partout. En Angleterre, surtout, des gens de n'importe où dans le monde.
et j'ai bien aimé. Donc, mais il faut dire que pour vivre, moi-même, on a vécu à Marseille. Donc, on a passé des très bons moments autour de la Méditerranée là-bas. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais en même temps, j'ai une petite famille maintenant, donc aussi habiter proche de la famille, c'est quelque chose qui est très pratique maintenant. Donc, il y a beaucoup des avantages partout. Là, pour l'instant, c'est bien en Allemagne, on est bien situé là. En tout cas, pour moi, c'est complet. Avais-tu d'autres questions, Robin? Non, moi c'est bon. Est-ce que Mathias, tu as quelque chose à ajouter pour terminer ce podcast? Voilà, une chose que j'ai ajoutée, c'est aussi, je ne sais pas si vous êtes là au courant. Parce que j'ai parlé un peu là des possibilités en Afrique et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi personnellement. Ouais, on peut en parler. Et il y a donc on va pas donc Cardano a aussi il y a un directeur pour les affaires africaines on va dire qui est à Addis Abeba en Éthiopie. Voilà, John O'Connor et je crois que c'est maintenant, donc c'est soit les derniers jours, soit c'est déjà terminé, mais on a fait deux mois d'éducation en Haskell, en programmation de Haskell à Addis Abeba. Oui, effectivement. Donc des jeunes dames en Éthiopie, effectivement, avec Lars, oui. Voilà, il y a deux collègues, c'était Lars et une autre collègue qui sont allés là-bas pour 2 mois. Pour faire l'éducation, des étudiantes, cette fois pour des étudiantes seulement, voilà. Donc je trouve ça très intéressant parce que ça montre que on va pas seulement développer quelque chose et dire après utiliser ça. Hein. C'est vraiment impliquer aussi les gens qui sont là, qui sont sur place et les éduquer dans une façon qui va aider pour eux aussi peut-être de découvrir des choses que nous jamais on va en penser parce que c'est pas un défi pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour eux et eux ils vont avoir la possibilité de faire un tel développement pour eux-mêmes. Ok, très bien, bah écoute, parfait. Mathias, je te remercie pour ce moment que tu nous as consacré. Merci à toi, Quentin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Quentin? Non, c'était une super entrevue. Merci beaucoup à Mathias. Continue ton bon travail. On espère que tu vas pouvoir rester pour le projet pendant un bon moment. Et on va se voir probablement au Summit au mois d'avril. Oui, j'espère. Donc oui. Donc c'était un plaisir avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Mathias, sur le podcast. Merci aux équipes d'IOHK de nous permettre de discuter avec vous, avec des employés d'IOHK. J'espère qu'il y aura d'autres interviews dans le futur. En tout cas, ça a l'air de bien se profiler tout ça. Merci à vous deux. On se dit à très bientôt. On continue la conversation sur le groupe Telegram Cardano France. Merci Quentin, merci Mathias, à très bientôt. Merci à vous. Salut. Bye. Merci, bye, ciao.